Et Kalou, on s'est battu pour la reprendre, on se battra pour la défendre l'identité. Et Kalou, on s'est battu pour la reprendre, on se battra pour la défendre l'identité. Et Kalou, on s'est battu pour la reprendre, on se battra pour la défendre l'identité. Et Kalou, on s'est battu pour la reprendre, on se battra pour la défendre l'identité. Génération identitaire, c'est un mouvement de jeunes qui est né en 2012. On s'était fait connaître justement à l'époque par l'action d'occupation du toit du chantier de la mosquée de Poitiers. Je pense qu'on va y revenir par la suite. Donc on est un mouvement de jeunesse activiste. Nous, ce qui est le plus important pour nous, c'est de mettre l'action au cœur de notre logiciel politique. On s'oppose essentiellement à l'immigration massive, à l'islamisation et également à la globalisation. Et ce qu'on défend avant tout, c'est la défense de notre identité. On considère que les Européens, les Français et les Européens de manière générale, au XXIe siècle, la principale menace qui pèse sur eux, eh bien, c'est justement la destruction de leur identité et de leur tradition. Et donc, on s'oppose à ça, bien évidemment. On cherche à défendre qui nous sommes, notre identité, face aux principales menaces qui pèsent sur elle aujourd'hui et qui sont incarnées notamment par l'invasion migratoire. Et après, en ce qui me concerne, plus directement, moi j'ai rejoint Génération Identitaire justement en 2012. J'ai été donc tout d'abord un simple militant qui était là pour participer à cette lutte. Et puis de fil en aiguille, eh bien j'ai pris certaines responsabilités jusqu'à aujourd'hui, eh bien en être devenu le porte-parole. Voilà, l'un des porte-parole d'ailleurs. Alors l'issue, on la connaît pas tout à fait encore parce qu'en fait le délibéré va avoir lieu le 19 juin. Donc là, pour l'instant, on est encore dans l'attente. Par contre, déjà, je peux peut-être revenir un petit peu en amont. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, c'était en octobre 2012. Il y avait 70 jeunes de Génération Identitaire qui étaient allés sur le toit du chantier de la mosquée de Poitiers. La mosquée de Poitiers avait été choisie à la fois pour sa dimension symbolique, parce que c'est là qu'en 732, il y avait eu la bataille de Poitiers avec Charles Martel, qui avait stoppé l'invasion arabo-musulmane, qui avait empêché l'islamisation de la France à l'époque concrètement. Donc déjà, il y avait cette référence historique, et puis par ailleurs, cette mosquée possédait un minaret, et c'est une mosquée surtout islamiste, parce qu'il faut rappeler que l'imam de la grande mosquée de Poitiers, c'est un islamiste avéré qui est vice-président de l'UOIF. Alors l'UOIF, très rapidement, il faut un petit peu expliquer ce que c'est. L'UOIF, c'est la branche française des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est une organisation islamiste considérée comme terroriste dans plusieurs pays du monde, et donc ce monsieur en est le vice-président de la branche française. Il est par ailleurs le directeur de l'IESH. L'IESH, c'est un institut de formation de l'UOIF. En gros, c'est là où on nous apprend à être un islamiste, voilà, pour faire simple. Et lui en est le directeur. Et il y a des islamistes, et même des djihadistes, en l'occurrence de l'État islamique, Thomas Barnouin notamment, qui d'ailleurs a été arrêté par les forces kurdes en Syrie il n'y a pas très très longtemps, qui était passé par l'IESH. Donc déjà, voilà, faut quand même préciser ça concernant l'imam et donc cette mosquée. Par ailleurs, j'en profite aussi pour rappeler que quand on a fait cette action, justement, l'imam de la mosquée de Poitiers a dit mais ces jeunes, c'est n'importe quoi, ils vivent il y a 1300 ans, vous vous rendez compte, on est complètement passé à autre chose, eux ils sont encore à cette époque-là, c'est ridicule, etc., etc. Sauf qu'on s'est rendu compte, malheureusement pour lui, quelques années plus tard, que c'était en fait un expert du double discours, ça c'est un classique, et on a vu notamment dans une émission diffusée dans les médias arabes, donc il devait penser qu'on n'irait pas le chercher jusque-là, mais en fait si, on l'a fait, et en fait dans les médias arabes, on s'est rendu compte que justement il disait tout l'inverse, c'est-à-dire que pour notamment avoir des fonds, pour pouvoir construire cette mosquée, il expliquait justement que l'armée arabo-musulmane avait été stoppée à Poitiers et donc eh bien qu'il y avait une revanche à prendre par rapport à ça. Et d'ailleurs,
les membres de l'armée islamique qui étaient morts à Poitiers. Il disait lui-même dans cette vidéo qu'on peut retrouver facilement sur Internet par ailleurs, et dont les traductions que nous avions fait nous ont été validées, authentifiées par des experts, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Eh bien, donc il disait que c'était des martyrs. Donc il y a une volonté de revanche évidente de sa part, mais un double discours. Voilà, on dit certaines choses dans les médias français, et puis quand on est face aux médias arabes, là on dit quelque chose de différent. Donc c'est tout ça un petit peu déjà qu'on a voulu mettre en lumière, et d'ailleurs on en a parlé aussi au procès. Et là, le procès qui s'est tenu hier, justement, a été l'occasion de discuter longuement avec les plaidoiries de nos avocats notamment, de savoir, voilà, si effectivement cet imam était islamiste ou non. Lui-même a tenté d'ailleurs assez maladroitement de s'en défendre. Mais donc le procès, même si c'est pas les chefs d'accusation, a assez largement porté sur cette question hier. Et d'ailleurs, il y avait Damien Rieu qui était passé ici il y a quelques jours. Il vous avait dit, je pense qu'il y aura une surprise. Et effectivement, il n'a pas eu tort. Il y a eu une surprise, c'est que l'incitation à la haine raciale a été abandonnée. Oui, voilà. Donc ça a été une très bonne nouvelle. Donc on a été relaxé là-dessus, ce qui ne veut pas dire qu'on est sorti d'affaire, parce que on a encore d'autres chefs d'accusation, à savoir notamment des chefs d'accusation de dégradation. Voilà. Mais alors bon, ça, il faut que j'en parle quelques instants parce que c'est quand même assez rocambolesque. Ah, tout à fait. Non mais en plus enfin, faut voir. Par ailleurs, on n'arrête pas de nous dire que la justice n'a pas suffisamment de moyens ou qu'il y a trop d'affaires qui engorgent les tribunaux, que tout ça est trop compliqué. Mais par contre, on a mobilisé des moyens considérables sur notre action, action qui donc, quand même, je le rappelle, était pacifique. Et la revendication, d'ailleurs, de l'action de Poitiers, c'était un référendum sur l'immigration massive, parce qu'on considère que c'est quand même un sujet crucial et que les Français n'ont jamais été consultés là-dessus. Donc il y avait quand même rien d'incroyable, mais par contre, il y a eu une enquête extrêmement longue, des contrôles judiciaires très stricts, enfin tout un tas de moyens qui ont été déployés complètement disproportionnés et grotesques. Et bon, ça, donc maintenant, il y a le procès, et après, effectivement, là, sur les dégradations, alors il y a quand même, enfin, parce que on nous reproche pas juste des dégradations, d'ailleurs plus ou moins imaginaires. Donc effectivement, il y a la question des tapis de prière. Alors, ça, j'y reviens assez rapidement. En fait, il y avait des tapis de prière qui étaient à l'intérieur du chantier. Et donc déjà, ça pose aussi une question. Ça veut dire qu'en fait, c'était un lieu de prière illégal, en fait. Mais bon, ça, à la limite, passons. Et effectivement, le jour où il y a eu l'action de Poitiers, il pleuvait. Donc effectivement, certains de nos militants avaient pris ces tapis de prière pour les mettre sur le toit. Et donc, ces tapis ont pris la pluie. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une dégradation? C'est quand même un peu léger, d'autant plus que là, par exemple, au procès d'hier, ça, je peux vous le dire, l'imam a dit que nous avions souillé ces tapis de prière. Je ne sais pas très bien en fait ce qu'il a voulu dire par là, parce que ce que ça veut dire que, je sais pas, dans sa tête, peut-être des mécréants n'ont pas le droit d'approcher de ces tapis de prière, et que ces tapis de prière peut-être sont un objet de culte. Enfin, j'ai pas très bien compris, mais en tout cas c'était assez ridicule. Et d'autre part, on nous reproche effectivement d'avoir fait tomber des dispositifs anti-pigeons du toit au sol. Et donc, ces dispositifs anti-pigeons d'une part et ces tapis de prière d'autre part, eh bien, les plaignants, donc l'UOIF et le CCIF, d'ailleurs, il faudra peut-être dire un mot sur le CCIF plus tard, l'UOIF et le CCIF ont fait appel à une entreprise, AMI, j'imagine, pour faire une sorte de devis de à combien se chiffrerait le préjudice pour ces tapis de prière et ces dispositifs anti-pigeons. Eh bien, ils l'ont chiffré à 40 000 euros. Voilà. Et en première instance, en fait, c'était ça l'amende. Les 40 000 euros d'amende et de dommages et intérêts qu'on nous demande, c'est essentiellement pour ces dégradations. Donc, on est quand même sur quelque chose de complètement grotesque. Et là, on va voir, en l'occurrence, le 19 juin au délibéré, l'incitation à la haine raciale, déjà, ça a sauté, ça c'est bon, c'est fini. Qu'en est-il, du coup, de ces dégradations qu'on nous reproche? La logique voudrait quand même qu'on soit, en fait, intégralement relaxé pour tous les faits. Parce que déjà, même politiquement parlant, on n'a évidemment rien à se reprocher, on est quand même totalement légitime, alors que eux en face, il y a quand même beaucoup de choses à dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, quand je pense par exemple les Femen qui avaient fait une action à Notre-Dame, où là en plus il y avait une agression par ailleurs, enfin sur place,
mais à la limite, on va pas revenir là-dessus. En tout cas, les faits avaient été relaxés, quoi. Et nous, en première instance, je rappelle quand même qu'on a été condamné à 1 an de prison avec sursis, 5 ans de privation des droits civiques et familiaux, de l'inéligibilité et 40 000 euros d'amende et de dommages et intérêts. Donc ça fait quand même beaucoup pour, voilà, je le répète, une action parfaitement pacifique et symbolique. Et par ailleurs, nous sommes voilà totalement dans notre bon droit, quoi. Nous sommes chez nous, il s'agissait d'un chantier. Alors à l'époque, évidemment, ça avait fait réagir très fortement. En fait, c'est surtout ça qu'on nous fait payer. En fait, on cherche à nous faire passer le message qu'il ne faut pas recommencer, quoi. Voilà, que on l'a fait une fois, mais que on va nous faire passer l'envie de recommencer via une condamnation, via des condamnations trop importantes, etc. Il y a la répression de manière générale sur génération identitaire, qui est notamment judiciaire et sur le plan judiciaire qui est extrêmement forte, elle a ce but-là, qui est de nous décourager. Voilà, c'est très clair. C'est très important d'avoir pu exposer cette dimension islamiste parce qu'on peut remarquer que, par exemple, les médias, lorsqu'ils traitent de cette actualité, de notre action de Poitiers, ils cherchent systématiquement à la dissimuler. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort très fortement, alors que, enfin, nous, on a énormément d'éléments. Damien en a sorti qui montrent que tout est sourcé, tout est prouvé, tout est démontré. En fait, en réalité, que ce soit lui ou nous, à chaque fois, on fait simplement un travail d'enquêteur. En réalité, un travail de journaliste même. C'est-à-dire on regarde ce qu'ils ont dit, tous ces gens-là, sur leurs réseaux sociaux, dans les vidéos qu'ils ont tournées, dans les conférences. Voilà, c'est un travail en fait d'enquête journalistique que les médias ne font pas, alors qu'ils devraient le faire. Et par ailleurs, une fois qu'on l'a fait, nous, et qu'on le met sur la place publique, en faisant toujours très attention, que ce soit très rigoureux, très sourcé, etc., aucun média ne s'en saisit. Et pour cause. Voilà. Parce que c'est quelque chose qu'ils ne veulent absolument pas mettre en avant. Tout à fait. En fait, depuis 2012, chaque hiver, on a une campagne qui s'appelle Génération Solidaire, dont le but est effectivement d'aller s'occuper des SDF qui sont dehors, parce qu'en fait, on est parti d'un constat simple, c'est que en réalité, parmi les SDF, il y a énormément de Français, ça c'est une première chose, de Français de souche, et que ces mêmes SDF sont en fait totalement ignorés par les pouvoirs publics, qui par contre s'occupent à la place énormément des migrants. Les migrants sont relogés dans des hôtels, etc. Enfin, on a vu tout un tas de relogements de migrants qui étaient complètement scandaleux, avec des moyens par ailleurs financiers considérables mis à leur disposition, et dans le même temps des SDF français dont les pouvoirs publics n'ont absolument rien à faire, voilà, soyons clairs. Et donc du coup, déjà, nous, c'est cette contradiction qu'on avait trouvée insupportable et sur laquelle on avait cherché à réagir. Et donc, depuis 2012, on avait cette campagne, effectivement, donc chaque hiver, on allait auprès des SDF, on leur apportait voilà, de nourriture, couverture, etc., réconfort. On faisait tout ça. Et effectivement, on se disait depuis à peu près 1 an ou 2 que on aimerait en fait passer à la vitesse supérieure et en fait faire davantage parce qu'il y a un vrai problème que l'État de toute façon ne semble pas décider à s'en saisir. Et donc on réfléchissait et on s'était dit déjà quelque chose qu'on pourrait faire, ça serait de reloger un SDF, au moins le temps de l'hiver. Voilà, ce serait quelque chose qu'on aimerait faire et mettre en avant, avec aussi du coup cette idée derrière que si l'État ne fait pas le travail qu'il doit faire par rapport à notre peuple, eh bien nous allons le faire directement, avec nos moyens bien évidemment. Et donc déjà, si on peut au moins retirer un SDF de la rue pendant l'hiver et après lui apporter une aide par ailleurs pour une réintégration dans la société ensuite, eh bien voilà, c'est quelque chose qui serait très bien. Et donc c'est ce que nous avons fait cette année. Nous avons trouvé un SDF qui d'ailleurs était scandalisé justement du traitement différencié qu'il subissait par rapport aux migrants. Et en faisant un appel aux dons avec nos sympathisants, etc., nous avons réussi du coup à le reloger, du coup le temps de l'hiver, mais c'est même allé plus loin puisque après il y a eu le confinement et donc on a continué de payer en l'occurrence donc le loyer de son studio pendant tout le confinement. Et on lui a apporté une aide aussi à différents niveaux. On l'a mis en contact avec des gens qui étaient prêts à l'aider, à l'héberger contre service ou même prêts à l'embaucher dans certains travaux, etc. Et par ailleurs, nous, on lui a fait des courses, on l'a aidé à tout un tas de choses, refaire son CV, par exemple, etc., etc. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on a fait
qu'on a fait cette année où effectivement on a passé un cap par rapport à nos campagnes précédentes où voilà, on aidait les SDF mais dans la rue et là maintenant cette année on en a relogé un et j'espère que l'an prochain on en relogera encore davantage, etc. et qu'on va pouvoir déclencher quelque chose par rapport à ça. Alors effectivement, la censure de Facebook, donc déjà en fait, elle a commencé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ça a commencé très brutalement. En fait, notre page Facebook, qui à l'époque avait quand même 120 000 j'aime, a été du jour au lendemain censurée. Voilà, elle a disparu des réseaux sociaux. À l'époque, la DILCRA, qui est un organisme étatique proche du Parti socialiste à l'époque, s'était vanté que justement notre page ait été supprimée. Donc ils avaient plus ou moins revendiqué ça, ou sous-entendu qu'ils avaient fait pression sur Facebook en tout cas pour que ça arrive. Mais en tout cas par la suite, Facebook d'eux-mêmes sont allés beaucoup plus loin dans la censure. D'ailleurs, ça n'a fait qu'être progressif. Donc au début, ça a été notre page qui a été supprimée. Après, ça a été tout ça s'est étalé sur des mois, voire plusieurs années. Ensuite, il y a eu donc les profils de nos porte-paroles qui ont été supprimés. Après, c'était ceux des militants. Après, c'était l'expression génération identitaire qui était supprimée. Et d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, j'avais moi-même partagé une publication de l'Étudiant libre, justement où vous aviez parlé du fait qu'il y avait du fait que Facebook censurait Génération Identitaire et que il y avait dans le conseil d'administration, le nouveau conseil d'administration de Facebook maintenant, une jeune femme qui appartient aux Frères musulmans. Ce qui est d'ailleurs complètement délirant, mais passons. Et moi, en fait, pour avoir partagé votre publication sans aucun commentaire, j'ai pris 24 heures de bannissement. C'était ce matin, donc c'est très récent. Parce que ça, par exemple, ça avant, il n'y avait pas. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faisiez une publication avec Génération Identitaire, vous étiez censuré, mais les personnes qui avaient partagé cette publication, eux, n'avaient rien. La publication sautait et puis c'était tout. Bon, bah là, je découvre ce matin que même les personnes qui partagent maintenant prennent des bannissements. Donc Facebook, il y a vraiment une guerre totale. Instagram aussi, sachant que Instagram appartient du coup à Facebook. Donc c'est pareil, il y a énormément de censure. Je passe beaucoup de temps à recréer de nouveaux profils. Et on essaye tout le temps de feinter un petit peu avec la censure, mais elle finit toujours par nous rattraper. On a essayé de créer d'autres pages, on a essayé plein de choses, mais au final, il ne s'arrête pas de toute façon, je sais pas, de changer les algorithmes, j'imagine. Et le but est vraiment un bannissement absolu de Génération Identitaire, et d'ailleurs pas que de nous, hein, ça va au-delà de nous. On a été les premiers, mais en fait il y a eu d'autres pages ensuite qui ont été censurées, d'autres groupes également, etc. Et d'ailleurs, enfin, il y a quand même une question politique très importante à poser par rapport à ça, c'est que Facebook nous censure, mais par exemple, si vous attaquez Génération Identitaire sur Facebook, là vous n'êtes pas censuré. Oui. Donc il y a aussi ce biais qui est quand même extrêmement important, parce que ça montre qu'il y a un biais politique dans la censure, en l'occurrence, mais même au niveau médiatique. C'est-à-dire que par exemple, Présent, L'Incorrect, TV Liberté, Boulevard Voltaire, etc. S'ils font un article sur Génération Identitaire, ils vont être censurés. Si c'est Libération qui fait un article pour dire Génération Identitaire, c'est horrible, surtout voilà, il faut les dissoudre, etc. Là, ils seront pas censurés. Donc il y a quand même aussi ce deux poids deux mesures qui est très inquiétant en fait pour la suite, quoi, parce que ça montre que Facebook aussi se pose en juge et arbitre de ce qui est politiquement acceptable et de ce qu'on peut dire ou pas sur son réseau social. Et sachant qu'ils sont en position ultra majoritaire, c'est évidemment un problème, il y a un énorme problème pour la liberté d'expression, sachant que par ailleurs en fait on assiste il y a un travail conjoint, c'est-à-dire qu'à la fois il y a effectivement ces géants du numérique, pas que Facebook d'ailleurs, qui se mettent à faire de la censure et de la censure politique, donc ça c'est un premier problème, mais en fait on voit qu'il y a l'État qui rentre aussi là-dedans. Là, on l'a vu récemment avec la loi Avia, et c'est pas la première fois. Il y avait déjà plusieurs mois en arrière, déjà Macron qui avait mis en place une sorte d'organisme avec à la fois des gens de l'administration française et des gens de Facebook dans le but, là aussi, d'organiser la censure. Alors évidemment, ils le disent pas comme ça, hein. Ils vont dire lutter contre les discours de haine, etc. En fait, on sait très bien ce que ça veut dire. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite parenthèse. Les discours de haine, il y a eu une étude très intéressante qui est sortie récemment qui justement disait la vérité, même si ça a été évidemment très peu dit dans les médias mainstream. Mais il y a eu une étude qui a démontré que les discours de haine sur Internet, en fait, venaient principalement des minorités.
il y a eu une université, l'université Cornell, je crois, qui a fait cette étude. Et d'ailleurs, eux, ils ont été très surpris parce que les gens qui ont fait cette étude s'attendaient à ce que ce soit les gens comme nous et ils se sont rendus compte que non, en fait, ça venait essentiellement des minorités. Bref, parenthèse refermée. Mais donc, voilà, là, on assiste à en fait, un combat conjoint à la fois du pouvoir politique et de ces géants du numérique. Et en fait, et la loi Avia, c'est même, finalement, vous n'allez pas assez loin dans la censure assez rapidement, donc on va vous mettre la pression avec une loi pour que ça aille encore plus vite. Parce que là, c'est pas suffisant, en fait. Donc on est quand même dans un système complètement orwellien et délirant, enfin, il faut le dire, et très inquiétant. Là, encore une fois, nous, on a été censurés les premiers, mais on savait très bien que voilà, on avait été en première ligne, on s'était fait censurer là-dessus, mais que d'autres suivraient derrière. C'est une évidence. Et c'est très inquiétant pour l'avenir, parce que finalement, à l'époque, je dirais le début des années 2000, notamment, Internet avait été justement un espace de libération de la parole. À l'époque, il fallait voir que le système médiatique était intégralement verrouillé de l'intérieur. Il n'y avait aucune place pour, on va dire, le politiquement incorrect, pour faire simple. Et à ce moment-là, Internet était apparu avec des sites comme F2 Souche, par exemple, etc., qui avaient très, 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 très bien fonctionné. Et en fait, pendant quelques années, ça a été un peu l'âge d'or, entre guillemets, où justement, nous, par exemple, on était sur Facebook, notre page Facebook avait 120 000 j'aime. Nous, on est un mouvement de jeunesse. Je crois qu'on était le mouvement de jeunesse qui avait le plus de j'aime sur Facebook. On était devant les jeunes socialistes, devant les jeunes UMP, même devant les jeunes du Rassemblement national, etc., etc. Donc, on avait quand même une force de frappe assez importante. Bon, voilà, tout ça a disparu. Et donc, en fait, il y a à la fois cette censure, donc qui vient à la fois de l'État et des réseaux sociaux eux-mêmes, et en même temps, on a vu aussi la mise en place de nouveaux médias avec énormément d'argent derrière. Je pense à Brut, Combini, Agi+, bien évidemment, sponsorisé par le Qatar, qui font un travail extrêmement délétère et mauvais auprès de la jeunesse en particulier, qui est évidemment ciblée par tout ça. Et donc là, on voit qu'en fait, il y a une tentative tout simplement de reprise en main d'Internet dans le but de cadenasser Internet et de virer tous les gens qui pensent comme nous, encore une fois, au-delà de génération identitaire, de cet espace pour voilà dans une volonté de museler en fait l'opposition, tout simplement. Et parce que nous avions, et là encore une fois, au-delà de génération identitaire, nos idées de manière générale avaient trop de succès sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et donc ils ont cherché des moyens de nous contrer. Et donc ils ont trouvé la censure d'une part et la mise en place de ces nouveaux médias d'autre part. Les critères, donc effectivement, donc il y a des critères de jeunesse. Je dirais pour intégrer le mouvement je sais pas, de 16 à 25 ans, on va dire à peu près. Après, il y a aussi, c'est plus des critères de sérieux en fait. C'est-à-dire que nous, on a un processus de recrutement. On ne prend pas n'importe qui. Il y a un entretien avec les personnes qui veulent nous rejoindre et on veut éviter tous les gens qui sont peu sérieux, folkloriques, qui viennent pour de mauvaises raisons. Parce que nous, ce qu'on cherche à former, ce sont des militants politiques avec une vraie conscience politique, l'envie de faire changer les choses et l'envie d'y investir du temps, de l'énergie dans ce combat. Donc voilà, je dirais, surtout ça les critères.